qui a commencé à aller bombarder des populations qui ne demandaient rien. Comment se fait-il que la France n'était absolument pas la proie au terrorisme voici encore 10 ans et que désormais nous sommes devenus le pays en Europe qui subissons le plus d'actions terroristes? Si action terroriste, il est confirmé pour cette affaire de Nice, puisqu'il y a encore une ambiguïté pour savoir exactement quel était le personnage qui a commis ça et quelles étaient ses caractéristiques psychiatriques qui avaient l'air assez chargées. Il ne faut pas s'étonner que lorsque la France appartient à l'OTAN et à l'Union européenne, et que de ce fait nous nous alignons sur les États-Unis d'Amérique, nous nous alignons sur une politique agressive. Nous sommes un pays qui, et M. Sarkozy en sait quelque chose, puisque c'est M. Sarkozy qui, sans demander l'avis des Français, est allé bombarder la Libye, détruire le régime libyen, faire assassiner Kadhafi, avec comme beau résultat, je ne suis pas là pour défendre, bien entendu, le régime de Kadhafi qui n'était pas forcément quelque chose de très démocratique, c'est un fait. Mais est-ce que le régime saoudien, est-ce que le régime du Qatar, est-ce que le régime du Bahreïn, qui sont des régimes qui sont tenus à bout de bras par l'Occident et avec lesquels d'ailleurs M. Sarkozy ou M. Hollande font leurs affaires quotidiennement, est-ce que ces régimes sont plus démocratiques que celui de Kadhafi? La réponse est non. Ce sont des régimes plus dictatoriaux et qui ont une attitude, notamment, je pense à l'Arabie Saoudite, vis-à-vis des femmes, par exemple, ou de toutes les minorités, qui est absolument contraire à toutes les conventions des droits de l'homme et à la charte, à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le résultat, c'est que M. Sarkozy a fait détruire la Libye. 2/3 des habitants de la Libye ont fui leur pays et ont alimenté notamment cet effet de château de cartes qui s'est effondré au Machrek et au Maghreb et au Sahel, avec notamment l'arrivée de ces réfugiés de guerre que l'on baptise des migrants. Ce qui s'est passé en Libye, on l'a constaté également au Soudan. Je rappelle que M. Juppé, en 2011, s'est rendu comme un toutou à la remorque des Américains, s'est rendu à Djouba, la capitale du nouveau pays appelé le Sud-Soudan. M. Juppé, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, avec toujours son inénarrable façon de prendre ses interlocuteurs pour des cons, M. Juppé avait expliqué que voilà, on apportait la paix avec la création de ce nouvel État. En fait, ça sentait le pétrole au Sud-Soudan, comme en Libye, comme en Syrie, comme en Irak, et j'en passe. Le résultat du Sud-Soudan, depuis que maintenant le Sud-Soudan est devenu indépendant, c'est une des guerres les plus meurtrières qui soit, dont personne jamais ne parle. On estime qu'il y a eu au Sud-Soudan, depuis l'indépendance qui est allé fêter M. Juppé, on estime qu'il y a eu entre 50 et 300 000 morts. Et ça continue en ce moment même, avec des crimes contre l'humanité qui défient l'imagination. Je signale d'ailleurs au passage qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de populations musulmanes, mais de populations chrétiennes qui s'entretuent. Je signale également que l'Occident, dans la foulée des États-Unis d'Amérique, porte une responsabilité écrasante dans ce qui se passe en Syrie. Je rappelle que l'origine du problème syrien vient tout simplement du fait qu'il devait y avoir un pipeline qui devait être relié le Qatar à la Turquie pour expédier du gaz vers l'Europe de l'Ouest et ainsi contourner l'approvisionnement russe. Et je rappelle que Bachar el-Assad s'y est opposé. Et c'est à partir du moment où ces projets de pipeline, voulus bien entendu par Washington contre la Russie, c'est à partir du moment où Bachar el-Assad s'y est opposé que d'un seul coup, les États-Unis d'Amérique, nommons-les directement, avec un certain nombre de leurs supplétifs au Moyen-Orient, ont décidé la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Et la France s'est pliée à ce jeu, un jeu détestable. L'Occident a donc décidé la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait également que, selon des manœuvres tortueuses venues des États-Unis d'Amérique, où on a des fins stratèges qui finissent par se prendre les pieds dans leurs propres intrigues, tout le monde sait que ce sont les États-Unis d'Amérique et leurs supplétifs qui ont commencé à avoir partie liée avec des mouvements terroristes.
Tout le monde sait que M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avait dit que Bachar el-Assad ne méritait pas d'être sur la terre et qu'il avait dit que le front Al-Nosra, qui ensuite a été classifié officiellement parmi les mouvements terroristes, faisait du bon boulot. Allez demander, si vous connaissez des gens qui travaillent dans les services de renseignement français, allez leur demander ce qu'ils savent du trafic d'armes et du trafic d'argent dont a bénéficié le prétendu État islamique. Allez leur demander. Il est devenu désormais de notoriété publique que derrière le prétendu État islamique se cachent à la fois les États-Unis d'Amérique, l'Arabie saoudite, le Qatar et également la Turquie, qui a assuré notamment l'évacuation du pétrole vendu par Daesh sur les champs pétroliers, notamment du côté de Kirkouk. Ça a été d'ailleurs confirmé par un grand magazine bulgare qui s'appelle Troud, qui a expliqué il y a quelques semaines que une partie de l'essence qui était vendue en Bulgarie, pays membre de l'Union européenne, était livrée en provenance de l'État islamique via la Turquie. Et paraît-il que c'était le fils du président Erdogan qui avait participé dans toute cette affaire. En réalité donc, et ça de plus en plus de Français le savent, parce que grâce à Dieu, il y a maintenant Internet qui permet aux Français de se renseigner. Et c'est ça qui a fait que lorsque M. Valls s'est rendu à Nice, il a été accueilli par des sifflets. Parlez autour de vous comme je le fais. Renseignez-vous, vous verrez que beaucoup de Français commencent à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la France a une responsabilité écrasante dans toutes ces opérations. Voilà ce qui se passe. Le drame, c'est que dans nos sociétés, tous les mots ont perdu leur sens, ont été vidés de substance par des escrocs de la politique et des escrocs de la pensée politique. Les mots sont vides de sens. On a les États-Unis d'Amérique, la France, etc., qui n'ont à la bouche que les mots de démocratie, mais lorsqu'un pays s'exprime, comme ça a été le cas des Britanniques, qui ont à une majorité de 52% des Britanniques décidé de sortir de l'Union européenne, examiner ce qui s'est passé en Europe et en France en particulier, dans les grands médias, où l'on a agonie d'injures les Britanniques pour avoir fait ce choix parfaitement démocratique. Et où on a d'ailleurs considéré que ce choix devait être remis en cause. On a mis en ligne, on a fait circuler, on a contribué à faire circuler à ce propos les déclarations de Mme Ségolène Royal à la BBC, où Mme Ségolène Royal est présentée comme une femme très dangereuse. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont... Non, nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été est-ce que vous êtes pour... Well, I don't think it's democracy if you only think one answer is right and the other is completely unacceptable. Je vais vous expliquer. La bonne question, c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous ? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela? Est-ce que vous voulez une Europe approfondie? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur? Là, ça aurait un sens. Donc, là, à ce moment-là, on peut faire des débats démocratiques au sein d'un pays pour savoir ce que veulent les citoyens par rapport à... Madame Ségolène Royal, avec un mépris de classe, avec quelque chose qui est révulsant. Mais qui est cette dame pour décider que les Français n'ont pas le droit à la parole? Qui est-elle, Madame Royal? Elle n'est que le mandataire du peuple français, comme M. Hollande et comme M. Valls, et comme M. Sarkozy et comme M. Juppé. C'est tout ceci mis bout à bout qui mène au sentiment que vivent le peuple français, mais aussi le peuple britannique, le peuple allemand, le peuple américain, qui est que tout a été verrouillé par une oligarchie impitoyable qui a mis la main sur le pouvoir politique, le pouvoir économique, et qui force petit à petit le peuple français, par exemple, à s'accommoder d'un retour à un esclavage des temps modernes, où l'on fera voler en éclats tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenu. Je m'adresse ici aux plus jeunes. Quel est le monde dans lequel veulent nous enfoncer
les euro-atlantistes, un monde où il n'y aura plus aucune loi que la loi de la jungle, où on pourra jeter quelqu'un à tout moment parce qu'il n'est plus assez productif. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Un monde où en France, il y a plus de 20% des jeunes qui sont au chômage. Et je ne tiens encore que les comptes avec un chômage tout à fait des chiffres officiels. Donc c'est tout ceci qui, mis bout à bout, fait que la marmite est en train de bouillir en France et que de plus en plus de Français, il suffit de dresser l'oreille, disent que ça ne peut plus durer. Que tant de cynisme, que tant d'aveuglement, tant de surdité vis-à-vis du peuple français ne peut déboucher que sur, sinon une révolution, du moins des actes de plus en plus désespérés. Alors c'est dans ce cadre que, malheureusement, eh bien, il y a des laissés pour compte, des désaxés, des malades, comme ça semble-t-il, c'est le cas du tueur de Nice, dont le pédigré montre qu'il était très violent, etc., qui d'un seul coup, eh bien, veulent faire une action d'éclat et s'emparent de ce qu'ils ont. Hein. C'est pas nouveau, on a déjà connu ça en France. Hein. Il y avait eu à d'autres moments de notre histoire collective, on a connu Action Directe, on a connu la bande à Bono, on a connu comme ça des gens qui ont le sentiment eh bien, que tout est perdu et que la société les a rejetés, qui rejettent eux-mêmes l'ensemble de la société, qui se mettent à commettre des actes de violence, des espèces de suicides théâtralisés. On a vu d'ailleurs ce phénomène aux États-Unis. Aux États-Unis, en 2014, il y a 2 ans, en Californie, Elliot Gardner, je crois, a été un jeune qui a pris sa voiture et qui a foncé dans le tas et qui a fait 6 morts en visant les passants sur les routes. Il y a quelques mois, c'était en 2015, un pilote allemand de 27 ans, Andreas Lubitz, pilote de la Germanwings, a volontairement plongé l'Airbus A320 dans les montagnes des Alpes de Haute-Provence, avec 150 personnes à bord qu'il a tuées, une espèce de suicide hyperbolique, d'un esprit malade, mais d'un esprit qui ne sait plus comment faire. Et puis je voudrais à ce propos insister sur l'univers dans lequel se développe toute cette violence. Est-ce que M. Sarkozy, qui est le grand champion des États-Unis d'Amérique, M. Hollande, M. Valls, M. Juppé et tout le team qui ne jure matin, midi et soir et la nuit que par les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'ils se sont rendus compte de la société qui nous est proposée par les États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous avez regardé les séries, les films américains où ça tire dans le tas tout le temps? Tout le temps, dans tous les films, on s'attire dans le tas. Tout le temps, c'est des sujets d'hyper-violence. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un instant que tout ceci ne finit pas par percoler dans les esprits fragiles ou dans les esprits malades de gens qui sont par ailleurs des laissés pour compte? Valls se claironne à qui veut l'entendre que de toute façon, il y aura d'autres victimes. C'est du jamais vu. Les Français n'ont pas élu un président de la République pour que le chef du gouvernement qu'il nomme ensuite explique aux Français que de toute façon, il ne peut rien pour eux, que de toute façon, il paraît qu'on le dit aux enfants des écoles, maintenant, il va falloir vivre avec le terrorisme, et que de toute façon, eh bien, il y aura d'autres victimes. Et puis alors, à la droite, et à l'extrême droite en particulier, alors là, c'est évidemment haro sur l'islam, haro sur le grand remplacement en France, et ceci et cela. On ne dit pas un mot, comme je le soulignais tout à l'heure, que parmi, malheureusement, les 84 morts, il y en a quand même au moins 16 qui étaient des musulmans. Pas un mot. On ne dit pas un mot de ce que la France fait partie de coalitions qui sont extrêmement meurtrières. Est-ce que les Français peuvent réaliser ce que peuvent penser de l'Occident les peuples du Moyen-Orient, en particulier en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, qui depuis maintenant plusieurs années ont vécu 15 800 ou 700 ou 800 tueries de civils comme celles que nous venons d'avoir. 15 800. Est-ce que les Français peuvent le comprendre et peuvent comprendre que nous sommes lancés dans une politique de dingue et que la France doit absolument cesser au plus vite
notre participation à cela.